juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, je vais pouvoir tendre le micro à un ami d'un des invités que nous avons déjà eu sur le podcast. Je parle de Philippe Moreau, avec qui on a parlé de sa traversée de l'Australie, entre autres. Et aujourd'hui, on reçoit William Perron. Salut William. Salut, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Super, impeccable. Ouais, super. En off, tu me disais que tu avais encore le nez un peu chargé là. Ouais, ça revient. J'ai le nez un peu chargé, mais on va pas se plaindre de ça. J'ai mes deux bras, mes deux jambes, tout va bien. Je veux dire, y a pas de souci. La tête va bien, tout va bien. Juste le rhume, on va pas s'arrêter pour ça, quoi. C'est pas un sujet, quoi. Bon, deux jambes, deux bras, c'est pratique pour faire du triathlon. On va y revenir tout à l'heure. Mais ce que je te propose déjà, de tout nous dire, dis-nous tout. Qui est William Perron ? William Perron, c'est un entrepreneur déjà. Je suis entrepreneur depuis toujours. Entrepreneur au sens large du terme, c'est-à-dire que j'aime bien entreprendre des choses, entreprendre ma vie. Voilà, j'aime bien le dire comme ça. J'aime bien entreprendre ma vie, entreprendre dans l'entreprise, mais entreprendre ma vie tout simplement. Et sportif amateur depuis l'âge de 12 ans. J'ai commencé le sport à 12 ans et j'ai jamais arrêté depuis. Et j'en fais de plus en plus. Voilà, c'est une vraie passion. Et je suis en couple, 4 enfants, 2 plus 2, parce que je suis une famille recomposée. Donc voilà, donc je vis de passion. J'aime bien aller faire les choses avec passion, aussi bien dans le professionnel que dans le personnel. Donc c'est avec grand plaisir de partager avec toi ce moment et de partager avec tes auditeurs cette passion du triathlon. Ouais, c'est vrai que quand on a commencé à échanger un petit peu ensemble, je regardais la liste des gens que Philippe a contactés pour parler de son prochain défi de Tour de France en marathon. Et puis j'ai vu un gars là qui m'intriguait un peu sur LinkedIn. J'ai vu des trucs sportifs et puis c'est une connaissance de Philippe. Donc je me dis tiens, je vais rentrer en contact. On va pouvoir échanger. Puis on échange un peu. Puis tu me dis ouais, je fais un peu de triathlon, ouais, comme ça un petit peu. Puis finalement on pousse un peu la discussion. On est rentré un peu plus dans le détail et t'as fait un peu plus que quelques triathlons. Peut-être que tu peux revenir justement avec nous sur, alors peut-être pas déjà sur le triathlon, mais tu nous dis que tu as commencé le sport à 12 ans. Tu as commencé par quoi ? Comment ? Pourquoi ? C'est tes parents qui t'ont poussé à aller faire du sport parce que tu étais trop actif ou c'était, tu as été attiré par quelque chose ? En fait, moi j'ai commencé le sport quand je suis rentré au collège par le biais du sport du mercredi qui s'appelait l'UNSS. Et un prof de sport qui était simplement génial, quoi, qui donnait envie. Mes parents venaient de changer de travail, ils étaient très occupés, donc peut-être un peu moins de temps aussi à me consacrer. Et du coup, j'ai commencé à faire de l'UNSS par du handball, du basket, enfin un peu tout. En l'UNSS, on touche un peu tous les sports. Et j'ai adoré. Donc j'ai tout de suite flashé sur l'athlétisme. Donc je faisais beaucoup d'athlétisme. Et plus particulièrement du long en athlétisme, du 1000 et 1500, quoi. Parce que j'avais essayé quelques sports en athlé. Du demi-fond. Demi-fond, voilà. Demi-fond. J'avais commencé quelques sports en athlé par du 100 mètres avec mes copains, etc. Mais en fait, c'était pas du tout fait pour moi. Je suis pas du tout un coureur rapide. Et sur 100 mètres, mes potes ils se marraient parce qu'ils arrivaient à me mettre 50 mètres, quoi. Donc pour moi c'était pas drôle, même si c'était sympa de faire du 4x100 avec eux. Ils étaient obligés de ramer pour arriver à gagner, mais bon, ils avaient la charrette, quoi. Mon surnom c'était la charrette sur les courses de vitesse. Bref, et donc moi j'ai vite basculé sur du 400 qui me correspond déjà un peu plus. Et puis après, rapidement, sur du 1000, parce que le 1000, c'est là où j'arrivais à sortir mon épingle du jeu, parce que comme je courais pas très vite, mais que j'arrivais à courir longtemps, même jeune, c'était parfait pour moi. Donc 1000 et 1500, j'en ai fait énormément. Et puis après, de l'athlétisme, j'ai fait les saisons de cross, voilà. Et puis du handball, beaucoup, aussi au club de Tessy-sur-Vire, là, où j'habitais quand j'étais gamin.
Voilà, le sport a commencé comme ça, par le biais de l'UNSS. Puis après, qu'est-ce qui a fait que justement tu as switché un petit peu plus dans une autre pratique que celle du sport scolaire, donc UNSS, Union du sport scolaire. Qu'est-ce qui a fait que justement que tu sois devenu un peu plus sportif et non pas que sportif scolaire? Ben, en fait, je te dis, c'est toujours pareil. Hein, dans la vie, c'est des rencontres et tu rencontres un prof de sport qui te donne envie. Tu fais du sport avec lui, puis après, tu as envie de prendre une licence. Donc, j'ai pris une licence de handball, j'ai pris une licence d'athlétisme. Et puis en avant, puis t'es gamin, tu chopes quelques récompenses, tu gagnes quelques courses, ça te donne envie, t'y vas, voilà. Et puis après les crosses, c'est pareil, j'en ai fait un paquet, j'en ai fait quand même beaucoup. Puis voilà, donc tu prends une licence au Fédé, puis t'y vas, puis tu t'engages. Ouais, je crois qu'il y a aussi cette histoire-là, quand tu commences à avoir un peu de résultats, bah ça te motive. Et puis les gens que tu rencontres qui croient un peu en toi, qui te font confiance, qui te poussent un peu à y aller. Alors moi, mes parents étaient pas sportifs, donc ils me poussaient pas forcément à aller vers le sport. Mais, euh, mais tes potes aussi, quand tu fais partie d'un club, après, bah, c'est pas que juste, même si l'athlète est un sport individuel, c'est quand même du collectif, quoi. T'es content de retrouver tes potes, t'es content de leur mettre la misère de temps en temps, ou qu'ils te mettent la misère aussi, enfin bref. Et, et du coup, ça te challenge. Donc voilà, donc c'est ce qui m'a incité à continuer. Et puis de fil en aiguille, bah moi je suis passé assez rapidement sur du long, hein, semi-marathon, marathon, parce que c'est là où je m'éclatais et ça correspondait mieux à ma génétique, je pense, parce que j'arrivais pas à courir vite, donc mais courir longtemps, c'était possible. Donc semi-marathon, marathon, là c'est pareil, j'en ai fait une quantité incroyable. À une époque, j'en faisais une dizaine de semis par an et 2 ou 3 marathons par an. Donc j'en ai fait beaucoup, voilà, pour aller sur toujours cette quête du dépassement de soi, parce que en fait c'est ça, quoi. Est-ce que finalement, plus c'était long et plus tu étais rapide par rapport aux autres, ou tu as toujours été un coureur du milieu ou de la fin du peloton? Plus c'est long, plus je suis bon, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il arrive un cap où certains athlètes craquent physiquement ou psychologiquement. Et moi, il arrive un cap où c'est l'inverse. Quand j'arrive à un certain stade dans des courses, tout devient possible. C'est-à-dire que je me sens mais très fort et je peux y aller, quoi. Je peux y aller, plus rien peut m'arriver, quoi. Je peux envoyer mais fort. Alors que là, c'est plutôt à ce stade-là où pas mal de gens craquent et moi, c'est là où j'en vois. Donc en fait, c'est vrai que plus c'est long, plus je peux prétendre être dans le top 10, on va dire ça comme ça. Voir sur le podium, quoi. Ouais, et du coup, tu as signé quelques belles performances, quelques beaux podiums. Bah, la dernière en date, c'est je fais deuxième dans ma caté, évidemment, sur Alpman. C'est l'année dernière, en 2023, là. Donc Alpman, on y revient tout à l'heure, on y reviendra, parce que j'imagine comment j'ai basculé au triathlon. Mais voilà, c'est ma dernière perf, c'est ça, c'est Alpman, donc deuxième de ma catégorie. Et puis pour finir l'année, je suis allé faire avec ma compagne le défi de l'ours polaire, donc enchaîner un marathon et un semi-marathon au cercle polaire. Et là aussi j'ai fait deuxième, mais enfin deuxième au général là pour le coup, mais voilà. Donc ça c'est les dernières perfs du moment. Ouais, mais ça c'est une autre perf, je pense, presque lunaire ou plutôt polaire, mais enfin qui est peut-être pas accessible à tout le monde. J'ai vu que avec ton épouse justement, tu t'étais entraîné dans des entrepôts, dans des chambres froides. On pourra peut-être y revenir justement sur cette expérience, parce que c'est incroyable. c'est le genre de choses qui me font vibrer. Mais effectivement, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que tu es passé du sport scolaire au sport amateur. Ça tu nous as expliqué. Comment t'es passé après t'es passé au semi, au marathon, mais comment tu passes de tout ça au triathlon? Est-ce que tu savais déjà nager? Est-ce que tu roulais déjà? Ou est-ce que c'est une rencontre, encore une fois, qui a fait que, bah tiens, William, viens nous voir dans le club de tri, ça peut être sympa, et puis t'as signé, et c'est là que t'as commencé? Alors bah oui, c'est toujours pareil, c'est une histoire de rencontre. Moi j'avais un pote avec qui on faisait beaucoup de semi-marathon et de marathon. Mon pote Charles, on se cale un jour, un week-end sur la côte. Là, on était à l'époque tous les deux célibataires, il y a une quinzaine d'années. Et on se cale un week-end, on faisait du sport et puis la fête, pour être honnête.
sur la côte et lors d'une soirée. Le sport, c'est souvent la bonne excuse. Hein. C'est ça. Tu sais, c'est ça. soit pour perdre un peu de gras, donc tu fais du sport pour perdre du gras, puis après tu perds du gras pour faire du sport, ou alors pour faire la fête, pour ajouter un bout de chocolat, pour ajouter une bière. C'est une bonne excuse. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, entreprendre sa vie, faut profiter de la vie, il faut faire, faut y aller, quoi. La vie est courte, elle passe vite, et donc faut se faire plaisir. Enfin bref, donc mon pote, lors d'une soirée, me dit, moi j'ai un rêve, c'est de faire un Ironman, quoi. Et il me dit ça. Et donc je lui dis, ouais, c'est quoi ton truc? Parce que gros ignare que je suis, je savais pas ce que c'était à l'époque un Ironman. Donc il m'explique, il me dit, ah ouais, bah ouais, c'est un Ironman, c'est 3,8 km de nage, 180 bornes de vélo et 42 km de course à pied. Ah, je dis, oh la vache, c'est génial ton truc. Moi qui aime bien les défis un peu fous, je lui dis, ouais, c'est top, c'est excellent. Il me dit, ouais, j'aimerais bien faire l'Ironman de Nice. Ah ouais? Je dis, bah ouais, c'est top, mais par contre, moi, j'ai un problème, c'est que je sais pas nager. J'avais 36 ans à l'époque, et je lui dis, je sais pas nager. Il me dit, comment ça, tu sais pas nager? Il y a 36 ans, tu sais pas nager? Ben, je dis, bah non, moi j'ai été à l'école dans un collège, dans une campagne, entre guillemets, il n'y avait pas de piscine, donc tu vas pas à la piscine, tu n'apprends pas à nager, et puis bah voilà, en plus ma maman, il y avait un peu une appréhension de l'eau, donc forcément ça détend un peu sur les enfants, et du coup tu nages pas, quoi. Tu vas à la mer l'été, mais tu trempes les doigts de pied, puis tu ressors, quoi. Bref, donc je sais pas nager. Et donc il se marre, on continue la soirée, on a déconné là-dessus une bonne partie de la soirée, parce que c'est à 36 ans, pas savoir nager, pour lui c'était inconcevable. Et je lui dis, bah écoute, c'est simple, toi, lui il allait à la piscine tous les mardis, je dis mardi prochain tu vas à la piscine, pas de souci, je t'accompagne et je vais te montrer que je sais pas nager. Par contre, j'ai pas peur de l'eau, donc mais je vais te montrer que je sais pas nager. Donc on va à la piscine, on se met dans le bassin, et là donc il se pouffe de rire parce qu'effectivement je lâchais pas le bord dans un premier temps. Et quand j'ai fait 10 mètres pour lui montrer que je savais pas nager, là il s'est éclaté de rire parce que je nageais comme un chien, quoi. Bon, après c'est pas très compliqué, hein, le corps ça flotte, donc tu te laisses un peu aller, tu bats comme tu peux des jambes et ce que tu fais, ce que tu peux avec tes bras comme un chien, quoi. Et ça avance un peu, ça avance, c'est pas très productif, mais ça avance, quoi. Donc je lui montre ça, il était mort de rire. Et donc bon, il me dit, ah ouais, effectivement tu sais vraiment pas nager. Bah j'ai dit, bah oui, oui, tu vois, je sais pas nager. Je dis, par contre, bah écoute, je te propose un truc. Si j'arrive à faire le bassin de 25 mètres, hein, 25 mètres, si j'arrive à faire les 25 mètres par mes propres moyens, sans l'aide de qui que ce soit, tu vois, en nageant comme un chien, là, si j'arrive à toucher le bord de l'autre côté, on s'engage pour la Grande de Nice l'année prochaine. Donc, évidemment, il continue à rigoler. Donc, moi, je fais mon truc. Hop, j'y vais comme un chien, là. Et j'arrive à l'autre bout du bassin, 25 mètres, mais claqué comme jamais, quoi. Comme si j'avais fait un 400 mètres à fond la caisse, quoi, tu vois. Et j'arrive claqué comme jamais au bout des 25 mètres. Et je prends le bord et je lui dis, bah, c'est bon, on peut s'engager, j'ai réussi. Et là, il me dit, bah, arrête de déconner, t'as fait 25 mètres et dans des conditions impossibles, quoi. Donc, c'est pas la peine, quoi. Sauf que moi, il faut pas trop me piquer, hein, tu vois. Quand tu vas connaître un peu le personnage, il faut pas trop me piquer. Je rentre à la maison, je vais sur le site internet Ironman de Nice, je regarde comment ça se passe, engagement, inscription, clac, 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 je mets les coordonnées, paiement, carte bancaire, ça y est, c'est fait. Et je lui envoie un message, salut Charles, c'est fait, je suis engagé. Aussitôt, il m'a appelé, il me dit, mais t'es complètement cinglé, tiens, tu t'es engagé pour l'Ironman de Nice, t'as fait 25 mètres en nageant comme un chien, tu sais pas nager, enfin je veux dire, c'est l'enfer, quoi. Ça va jamais le faire, quoi. C'est 3,8 km de nage en mer. Je dis, bah, si, bah, maintenant je vais apprendre. Bref, donc. Maintenant, j'ai pas le choix. Bah, t'as plus le choix, une fois que t'as fait, voilà. Et puis moi, Entreprendre sa vie, quoi. Ouais, j'ai un petit truc que j'aime bien faire, c'est une fois que j'ai décidé de faire quelque chose, je le dis à tout le monde. Pas par prétention, parce que tout le monde me disait, mais Ironman de Nice, t'es malade. C'est pas par prétention, c'est juste, une fois que tu l'as dit à tout le monde, quelque part, tu t'es engagé. Ouais, c'est la pression sociale. Voilà, t'as pas le choix. La pression, moi je prends pas ça comme de la pression, parce que dans le pire des cas, si t'as vraiment pas envie de le faire, tu le fais pas. Mais je veux dire, c'est quelque part, t'embarques des gens dans une aventure comme ça. Quand tu commences à dire que tu vas faire un Ironman, t'as des gens, ah ouais, c'est quoi, machin, donc tu crées de l'envie, tu crées de l'engouement, tu crées de l'émulation collective, enfin, tu crées tout ça, donc c'est génial. Et voilà, moi c'est mon petit truc, c'est quand je m'engage pour un truc, je le dis à tout le monde, comme ça après je me dis, ah, j'ai fait rêver les gens, j'ai plus le choix, faut que je le fasse, quoi. Voilà, bref, donc je fais ça, je m'engage et je le dis. Et une fois que j'ai fait tout ça, bah, j'ai plus le choix, faut que je le fasse. Bref,
Donc, septembre arrive, je m'inscris à la piscine avec d'autres non-nageurs, évidemment, parce que personne ne savait nager dans ce groupe-là. C'était un groupe pour apprendre à nager, quoi. Et l'entraîneur, il fait le tour des gens qui étaient là, on était une petite quinzaine, et il fait le tour des gens en demandant pourquoi tu veux apprendre à nager. Donc, il y a une dame qui était là qui dit, bah, moi j'ai peur de l'eau, c'est embêtant, donc je vais apprendre à nager. Quelqu'un d'autre qui dit, bah, moi je sais pas nager, donc je vais apprendre à nager juste pour le plaisir, enfin bref, etc., etc. Puis il arrive à moi, et toi, pourquoi tu vas apprendre à nager? Bah, je dis, moi je me suis engagé pour l'Ironman de Nice, là, en juin l'année prochaine. Et là, il y a un temps mort. Il me dit, l'Ironman de Nice, donc on était en 2009, c'était septembre 2009, quand je suis rentré. Il me dit, Ironman de Nice 2011. Non, non, je dis 2010, là, dans 9 mois. Il me dit, mais t'es pas bien, Nice, c'est 3,8 km de nage en mer. Il me dit, mais t'es pas bien, tu sauras jamais nager 3,8 km en juin, quoi. Surtout en mer. Bref. Donc, je lui dis, bah écoute, On essaye. voilà, on va essayer, on va voir. Et puis, je dis, par contre, il y a un truc, moi, je suis quelqu'un de visuel, donc il faut que je comprenne la cinématique de la nage. Je dis, une chose que je peux te promettre, c'est qu'une fois que j'aurai compris la cinématique de la nage, je la répéterai autant de fois qu'il faut, mais je saurai nager en juin. Ça, c'est sûr. Je mettrai les moyens, je vais répéter autant de fois qu'il faut, mais je saurai nager en juin. Bref. Donc, on prend les cours. C'était l'enfer, parce qu'au début, j'avalais de la flotte comme un malade. Je ressortais, j'avais mal au ventre, tellement je buvais d'eau. Enfin, j'arrivais pas à respirer. Enfin, bon, c'était assez pas drôle du tout. Et donc, voilà. Donc, les cours passent, et ce que je faisais, c'est que je copiais son cours. Le prof, j'avais un entraînement par semaine. Je copiais son cours, et j'allais le répéter 5 fois par semaine. Voilà. Je bouffais de l'eau, j'avais mal au ventre, tout ce que tu veux. Mais Le mec est malade. fallait que ça passe, quoi. De toute façon, fallait que je fasse nager en juin, donc voilà. Donc 5 fois par semaine. Donc assez rapidement, en janvier, si ma mémoire est bonne, c'est-à-dire on a fait la fin d'année ensemble, et en janvier, je suis passé dans un groupe perfectionnement, puisque j'arrivais à nager, pas très bien, mais j'arrivais à nager, et donc il m'a fait sauter un groupe en disant, bah tu vas passer dans le groupe perfectionnement, comme ça va te challenger un peu, et pour continuer à améliorer ta nage. Bref, donc j'ai fait ça. Et puis ensuite, j'ai découvert un truc, parce que je me suis dit comment je peux encore améliorer ma façon pour progresser, arriver à mieux nager, quoi. Et en cherchant sur Internet, je suis tombé sur un truc qui s'appelle Natation pour tous. Absolument génial, super génial, Natation pour tous. Donc, il faisait un week-end prolongé à Avallon, avec entraînement avec plusieurs groupes de niveau, débutants, perfectionnement, machin, élite, les mecs super bons, élite et tout ce que tu veux. Et je regarde donc pour s'inscrire. Bon, c'était en termes de coût, c'était super, enfin rapport qualité-prix, c'était vraiment génial. Et là, moi, c'est le groupe qui me correspondait le mieux, entre guillemets, par rapport à ce que je voulais faire. Pas du tout par rapport à ma situation, mais par rapport à ce que je voulais faire. C'était le groupe élite. Par contre, il fallait savoir nager les quatre nages. Le crawl, je commençais à me débrouiller. Le dos, c'était bien moyen. La brasse, moyen. Et le papillon, je savais pas du tout. Bref, donc je me dis, je vais m'inscrire dans ce groupe-là, parce que si je veux progresser, en fait, il faut que je sois challengé à mort. Et il faut que je m'engage à mort. Donc pendant 3 jours, c'était un week-end prolongé sur 3 jours. Entraînement le matin, entraînement après-midi, filmé, débriefing, etc. Enfin, vraiment, c'était vraiment entraînement pro, c'était vraiment génial. Donc, premier passage, on arrive là-bas, premier épisode, mort de rire. Il faut faire un passage sur chacune des nages, filmer, et on débrief après. Donc, passage en crawl, bon, voilà, je m'en sors. Passage en brasse, à peu près. En dos, à peu près. Papillon, mais un truc de fou. En fait, je me suis débrouillé pour passer dans la file le dernier. J'ai regardé comment faisaient les autres, à peu près, tu vois, pour faire un Pour semblant, comprendre la cinématique de nage. un semblant de papillon, tu sais, qui a pris un coup de raquette électrique, là, tu vois. et, et donc, je fais mon passage, et donc je sors de l'eau, et là, le mec, il me dit, mais en fait, tu sais pas nager le papillon? Ben, je dis, bah non. Non, je sais pas nager le papillon, c'est la première fois. C'est la première fois, là, j'ai regardé les autres faire, et c'est la première fois. Et il me dit, et la brasse et le dos, c'est moyen aussi. Le crawl, à peu près, quoi. Ah, je dis, oui, oui, je sais. Il me dit, mais t'aurais pas dû te mettre dans ce groupe-là. Alors, je lui dis, bah attends, je vais t'expliquer pourquoi je me suis mis dans ce groupe-là. Donc, je vais expliquer ce que je t'ai expliqué avant. Voilà, que j'ai fait
que j'avais pris un engagement avec un copain d'aller faire l'Ironman de Nice et pour que lui réalise son rêve, etc. Et bref, et donc du coup, il fallait que je sache nager et que j'apprenne vite. Et donc c'est pour ça qu'il avait fait ça. Et donc le mec, je raconte mon histoire et il a trouvé ça incroyable. Il me dit, putain, t'es un malade, toi. C'est incroyable. Il me dit, bon, allez, puisque c'est ça, tu restes dans le groupe. Bon, cela étant... Tu vas en chier, mais tu restes dans le groupe. Ouais, tu vas en chier, mais tu restes dans le groupe. Donc c'était super, c'est ce qui me convenait, moi. Je voulais apprendre vite, donc c'est parfait. Et, et donc, let's go, c'est parti, on s'entraîne, etc. Au bout des 3 jours, comme quoi c'est super bénéfique ce genre de stage, parce que au bout des 3 jours, je nageais les 4 nages, certes, pas bien, mais je nageais les 4 nages, j'avais compris comment les faire, et je nageais les 4 nages, et j'avais gagné, à l'époque, 20% d'efficacité sur mon crawl. Donc, ce qui était énorme, en fait. En 3 jours, c'est énorme. En 3 jours, donc c'était incroyable. J'avais une progression super. Et puis, avec plein d'outils pour continuer à bosser au retour, quoi. Donc ça, c'était génial. Bref, donc voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à nager. Quelques temps plus tard, j'ai réussi à faire 1 km dans le bassin de 25 mètres, là. Et donc, j'étais heureux comme tout. Et j'envoie un message à mon pote Charles, en lui disant ouais Charles, super, j'ai réussi à faire 1 km dans le bassin. Et il me dit génial, il te reste plus que 2 km 8. Mais parce que pendant votre stage, pendant les 3 jours, là, c'était beaucoup de petites distances pour travailler la technique, c'est ça? Ouais, pendant le stage, c'était donc on avait 2h30 d'entraînement le matin, 2h30 l'après-midi, filmé et débriefé à chaque fois. Donc ça, c'était super. Et effectivement, on travaillait beaucoup sur la technique. C'est-à-dire que le fait d'être filmé, c'est absolument génial. C'est-à-dire que tu visualises. Il faisait arrêt sur image, par exemple, il me dit, tu vois ta main là, bah, c'est pas comme ça qu'elle doit être, c'est comme ça qu'elle doit être. Alors que moi, je suis hyper visuel, donc ça me convenait parfaitement. C'est-à-dire que tu t'es filmé, tu vois exactement ce que le gars essaie de t'expliquer sur le bord du bassin. Toi, la main, tu la mets comme ça, tu la mets comme ça, etc. Bah, c'est pas toujours évident quand tu es dans la flotte de retranscrire ce que le gars t'a monté sur le bord du bassin. Alors que quand tu te vois nager et que le gars il dit, tu vois, regarde là, ça fait plein de bulles, en fait, t'appuies sur de l'air, donc ça sert à rien. Et parce que ta main, elle est comme ça, elle est comme ça. Ah bah ouais, effectivement. Donc là, tu vois tout de suite sur ton propre corps comment tu corriges et comment tu prends tes appuis. Donc ça, j'avais trouvé ça absolument génial. Et donc, effectivement, beaucoup de techniques. Et puis bon, sur 2 heures, 2 heures ou 2h30, je ne me souviens plus, c'est quelque chose comme ça d'entraînement matin et après-midi. Tu te cognes 5 heures dans la journée. Bon, t'enquilles un peu de bande quand même, mais bon, voilà, ça c'était pas trop le problème puisque l'endurance, moi, c'est mon sport, donc bouffer des heures de sport, c'est pas trop un souci. Mais arriver à bien comprendre la position du corps dans l'eau, les appuis sur la flotte, quand on t'explique l'appui dans l'eau tout pendant que tu l'as pas senti, bah, enfin moi ça fonctionne comme ça. Tu peux m'expliquer tout ce que tu veux, tout pendant que je l'ai pas compris, visualisé et senti, ça imprime pas, quoi. Donc voilà. Donc ces 3 jours-là ont été extrêmement bénéfiques. Et puis bah après. Et là on était à quelle époque là? Là on était début d'année, on devait être en février ou en mars, quelque chose comme ça. Même février, il te restait 4 mois avant Nice. Ouais. Bon après j'ai bouffé des heures, hein. J'ai bouffé des heures. Je t'ai dit, je m'entraînais 5 fois par semaine. Sur le temps du midi, pendant que les autres vont au resto ou mangent ou je sais pas quoi, ben moi j'allais à la piscine, quoi. Je bouffais de la flotte et un petit sandwich en partant et hop, c'est reparti au bureau après, quoi. Bref, et donc voilà, ouais. Et ensuite, une fois que j'ai eu à peu près bien, où je nageais correctement, je suis passé en natation en eau vive parce que comme c'est en mer, bah faut un peu s'entraîner quand même, soit dans un lac, soit en mer, un peu en eau vive pour avoir ces sensations. Et là, j'ai eu le gros coup de flip de ma vie parce que quand tu nages en eau vive, c'est pas du tout la même chose que de nager en piscine. T'as pas de repères, ou les repères sont pas les mêmes en tout cas. Et quand tu connais pas au début, t'en as pas. Après, tu comprends qu'il y en a, mais c'est pas les mêmes. Voilà, c'est ça. Et j'avais la tête qui me tournait, mais je pouvais pas nager 100 mètres, quoi. J'avais la tête qui me tournait, aucun repère, et waouh, je dis là, je repars à zéro là. Alors là, j'ai eu je t'avoue un coup au moral, quoi. Je me dis, bien, je sais nager dans la piscine et je peux pas nager dans un lac. La première fois, c'était dans un lac. Et c'est l'enfer, quoi. Et en fait, je me suis servi du soleil, hein. C'est-à-dire que
quand je tournais la tête pour respirer, je regardais où était le soleil. En fait, ça me donnait mon point d'ancrage. Et du coup, ça y est, j'ai réussi à plus avoir cette tête qui tourne et à arriver à allonger, faire des longueurs et des bornes, etc. en eau vive. Ce qui veut dire que tu respirais sur un nombre de mouvements pairs, sur tous les 2 ou 4 temps et pas tous les 3 temps. Parce que sinon, si tu respires tous les 3 temps, une fois tu respires à droite, une fois tu respires à gauche. Donc le soleil, tu vois qu'une fois sur 2. Tout à fait. Mais bon, c'est pas grave, on s'adapte. Hein. Ouais. On s'adapte, on fait comme on peut. Mais ça, voilà. Et après, à force de bosser, je suis revenu à une natation entre guillemets normale et arrivé à nager en respirant tous les 3 temps, parce que c'est mon truc, tous les 3 temps. Et je nageais comme ça, et donc impeccable. Après, c'était parfait. Et donc voilà, donc fort de cet apprentissage-là. Deuxième étape, c'était le vélo. Moi, je faisais du vélo comme tout le monde, on va dire, du vélo pour se promener, etc. Mais j'ai pas de vélo de course, quoi. J'ai pas de la course. Ah non, mais quand t'as commencé à me raconter ça, je me suis dit, ok, le mec sait pas nager, mais bon, on a compris qu'il court, mais il doit faire au moins du vélo. Non, même pas de vélo non plus, quoi. Non, je faisais juste la course à pied. Tu venais juste enlever les roulettes, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, je savais nager, je savais faire du vélo quand même. J'avais l'équilibre, j'avais tout ça, mais j'avais pas du tout l'entraînement d'un, d'un sportif, enfin d'un cycliste, quoi. Bref, donc du coup, j'ai commencé avec un vélo que Charles, mon pote, m'a revendu. Lui, il avait un ancien vélo, il se repayait un nouveau vélo pour le tri. Et donc, mon pote Charles me dit, bah moi j'ai mon vélo, là, si tu veux, je te le vends. Donc je lui rachète 2 cases son vélo, un vélo tout basique, hein, cadre aluminium, fourche carbone. Elle avait la fourche carbone quand même. Bref, mais un guidon droit, enfin rien de, voilà, un guidon presque de VTT, quoi. Mais ceci dit, On parle de ça il y a 15 ans quand même, hein, donc on parle de ça il y a même 15 si, ans, effectivement. même s'il y a 15 ans, le carbone commençait à arriver, enfin tout le monde n'était pas équipé d'un vélo carbone, donc c'était déjà un vélo potable. Oui, c'était c'était très bien pour commencer. De toute façon, j'avais pas du tout l'intention d'investir dans un vélo à 15 000 balles, je sais pas quoi. Il n'y a pas besoin de ça pour démarrer le triathlon, hein. Je l'avais payé 300 balles, je crois. Donc voilà, un vélo à 300 balles pour commencer et savoir si ça allait le faire, parce que après, il faut s'entraîner, quoi. C'est pareil, le vélo, ça demande de bouffer des heures, quoi. Bref, et donc du coup, voilà, ça y est, c'est parti, on s'entraîne. Et puis finalement, j'adore ça, quoi. Je trouve ça génial, les enchaînements nade, vélo, course à pied, je trouve ça génial. Et puis donc voilà, de fil en aiguille, je discute de ça avec un ami. Et qui, pareil, me dit c'est génial ce que tu fais, c'est incroyable, c'est un truc de fou. Et du coup, il me dit écoute, va te choisir le vélo qui te plaît, je te l'offre. Oh punaise, sympa le pote. Ouais, je lui dis bah attends, mais t'es pas bien, hein, tu sais combien ça vaut un vélo de triathlon, hein, ça coûte une blinde, quoi. Un vrai vélo de triathlon, carbone, machin, enfin voilà, ça coûte une blinde, donc non, c'est pas possible, quoi. Il dit si, ce que tu fais c'est incroyable, c'est un truc de fou, j'ai envie de te suivre là-dedans, je t'offre le vélo. Bon, bah, j'y sais toi, je dis bon écoute, ce que je vais faire c'est que je vais aller en choisir un, je prends le vélo effectivement qui me plaît, mais par contre tu mettras ce que tu as envie de mettre, je mettrai le reste, quoi. Voilà, comme ça. Et donc j'y vais, je choisis un vélo, donc j'ai mon premier vélo de triathlon, c'est un Cervélo, un P2C. Donc full carbone, truc super, quoi, vraiment top. Euh, et, euh, et je lui dis à mon pote, j'ai dit, bah, écoute, voilà, le vélo il vaut tant, quoi, il valait 4500 balles, un truc comme ça à l'époque, quoi. Ce qui était déjà, il y a 15 ans, un sacré budget, quoi. Ouais. Et il me dit, ouais, c'est bon, je te le paye. Je dis, ah, non, tu mets ce que tu veux, ce que tu peux, peu importe, et moi je paye le reste, quoi. Non, c'est génial ce que tu fais, je te le paye. Bon, bref, je passe aux détails. On aurait pu mettre 4400 balles et puis te laisser mettre 100 balles pour le fun, principe. Bref, et donc du coup, au final, donc voilà, il me paye le vélo. Donc après, c'est aussi ça, quoi. T'as un super vélo, t'as du super matos, t'as qu'une envie, c'est d'aller rouler avec, quoi. Tu vois. Donc, allez, c'est parti, quoi. Donc je me suis entraîné, voilà, et puis la course à pied, donc je l'avais laissé un petit peu de côté parce que bon, c'était quelque chose que je faisais depuis des années, donc ça je maîtrisais entre guillemets. Donc j'ai forcé l'entraînement sur la natation et le vélo. Et puis le dernier mois, je faisais les trois, enfin les dernières semaines, pardon, parce qu'on arrivait presque au bout. Et voilà. Et tout ça pour dire qu'en juin 2010, j'étais avec mon pote Charles sur le départ
de la ligne de l'Ironman de Nice. C'était mon premier triathlon. J'avais jamais fait de triathlon avant. Et mon premier triathlon, c'était un Ironman et celui de Nice. Donc je t'avoue que sur la ligne de départ, je serrais les fesses. Hein, j'étais pas très fier parce qu'il y avait beaucoup de monde. Sur l'Ironman de Nice, il y a beaucoup de monde au départ. Donc quand il y a le coup de pistolet est donné dans la flotte, t'as l'impression que c'est un lâcher de piranha, quoi. Donc ça tape un peu, hein, le triathlon, ça tape un peu à la neige. Et pour être très honnête avec toi, le coup de pistolet se donne. Je pars en courant, je saute dans l'eau, je nage 10 mètres, hein, je pense, 10 mètres. J'ai fait demi-tour, je suis ressorti de l'eau. Et j'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit, waouh, c'est un truc de malade, parce que ça tabassait quand même pas mal. C'est un truc de dingue. J'ai eu peur. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Je vais jamais nager 3 km 8 dans ces conditions-là, quoi. Même s'il n'y a pas d'énormes vagues à Nice, hein, ça bouge un peu quand même. Avec les gars tu te passes dessus, dessous au départ, là, ça bouscule un peu. Enfin bref. Et donc, je ressors de l'eau. Et là, j'ai un comeback, on va dire, qui se fait dans le cerveau. Et je me dis, attends, c'est pas possible. J'ai pas fait tout ça, tous ces heures d'entraînement, tous ces sacrifices pour en rester là, quoi. Et là, bam, je repars. Je repars. Donc j'ai réussi à sortir de l'eau. Alors c'était pas extraordinaire puisque j'ai fait les 3 km 8 en 1h20 la première année, enfin mon premier, voilà, donc j'ai fait la natation en 1h20. Mais par contre, je suis sorti de l'eau avec les bras en l'air, comme si j'arrivais à l'arrivée d'une course que je n'ai gagnée, quoi. Pour moi, c'était une première victoire. Et je me souviendrai toujours de ce triathlon, de ce premier triathlon, parce que à chaque étape, c'était une victoire. J'ai adoré ce moment-là. Tu sors de l'eau, je me dis, waouh, putain, c'est bon, je l'ai fait, quoi. Tu vois, c'est, Ouais. voilà, 3 km 8 en mer, j'avais jamais nagé, je savais pas nager avant, ouais, c'était waouh pour moi, quoi. Donc là, je sors, parc à vélo, je prends le vélo, j'y vais. Donc les 180 bornes, j'avais pas mal la caisse à ce moment-là en vélo, parce que j'avais enchaîné les 180 bornes en 6 heures, donc 32 moyenne à Nice, donc c'est pas trop mal. Ouais, sachant que Nice, et encore plus à l'époque, c'était 90 bornes de montée, un petit tour en haut et 90 bornes de descente. Donc 30 bornes, 30 de moyenne sur un parcours comme ça, c'est beau quand même. Ouais, je suis assez content de cette performance-là. Enfin bref, c'était pas le but en soi, mais bon bref. Et pareil, je pose le vélo, donc là, waouh, deuxième victoire, super content. Et là, je pars pour la course à pied. Et il faisait une chaleur de dingue. Cette année-là, il faisait une chaleur de dingue. J'étais pris d'un coup de chaud, mais énorme. En plus, bon, je débutais dans le triathlon, donc l'hydratation, l'alimentation, tout ça, j'étais pas au top. Donc je m'étais je me suis rendu compte après, quand j'ai récupéré mon vélo, que mes 2 biberons étaient pleins. Ouais, donc t'avais rien bu. Sur les derniers kilomètres du vélo, en fait, j'avais rien bu. Parce que en fait, les derniers kilomètres de vélo à Nice, là, c'est 40-45 kilomètres. Si tu peux rouler assez vite, ça roule plutôt bien, c'est plutôt plat, enfin pas très dur, on va dire. Donc tu peux rouler assez fort. Et avec l'air, tout ça, j'avais pas forcément chaud. Puis j'étais concentré dans mon truc et j'ai pas bien géré la partie hydratation. Bref. Donc je pars sur le marathon, j'ai chopé un coup de chaud, mais terrible, quoi. Et j'étais pris un peu pas de déshydratation, mais des crampes, tout ça. Enfin, c'est un peu l'enfer. Cela étant, il n'était pas question de lâcher, parce que toujours pareil, tu te dis dans ta tête, j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc j'ai fini comme j'ai pu, avec des crampes pas possibles dans les mollets, enfin un truc de dingue. Et je m'étais challengé en disant, bon, allez, je vais essayer de le sortir en moins de 13 heures pour ce premier triathlon. Et en fait, j'ai fait l'Ironman de Nice la première fois en 12h59. Bon, il fallait que je me magne d'arriver parce que j'ai plus qu'une minute pour tenir mon challenge, quoi. Bref, donc 12h59, donc j'étais super content d'avoir réalisé ce truc-là. Et ce qui est un truc de dingue, c'est que j'en ai bien chié quand même, faut pas se mentir. J'ai fini un peu bien bien allumé, enfin bref. Et passé la ligne d'arrivée, mon pote Charles qui était arrivé avant moi m'attendait et je lui ai dit, putain, c'est vraiment génial ce truc-là. Putain, on leur fait quoi.
Bah voilà, évidemment. Mais ça c'est classique. Je crois qu'on a tous fait, que ce soit sur triathlon ou autre. T'es dans une compétition, t'en peux plus. Tu sais même pas comment est-ce que t'arrives au bout de la ligne. T'as l'impression que t'as des cloques partout, que t'es brûlé partout, que t'es défoncé partout. Tu passes la ligne, hop, ah bah ça va mieux. Déjà. Ouais. C'est limite avant de passer le premier pied, tu dis mais plus jamais. Tu passes le premier pied entre le premier et le deuxième, et là t'as un éclair de génie. Tu fais bah alors c'est quoi le prochain? C'est ça, c'est exactement. Bref, et donc voilà, c'est comme ça que c'est parti le triathlon. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. J'en ai fait quelques-uns. J'ai refait d'ailleurs. Bah écoute, tu sais, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Voilà, ça fait 35 minutes qu'on enregistre. Je te propose qu'on arrête là parce que t'as tout dit. Comment Voilà. devenir triathlète? 9 mois de préparation comme un taré. Merci William. Ciao, à la prochaine. Ouais, top. Non mais ouais, du coup, Ouais, je t'ai coupé. Mais donc ça, c'était le début de l'histoire de William le triathlète. Et puis depuis 2010, bah, j'imagine que Voilà, t'as j'ai pas pas arrêté. arrêté, j'en ai fait quelques-uns. Et puis depuis quelques années maintenant, je suis passé sur plutôt l'extrême triathlon. Parce que comme je disais tout à l'heure, normalement, plus c'est long, plus je suis bon, ou plus la difficulté est là. Mon cerveau, il paraît que j'ai un mental d'acier, donc mon cerveau m'aide beaucoup. Plus c'est dur, plus c'est dur. Mon cerveau joue beaucoup dans l'histoire, dans l'équation. Et donc je suis passé en extreme tri depuis quelques temps. Donc j'ai fait Embrun, l'année dernière Alpman, et cette année je vais faire l'extrême triathlon en Italie qui s'appelle Icon. Donc là c'est pareil, hein, 3 km 8 de nage, mais dans un lac à 2000 mètres d'altitude. Ensuite on va enchaîner 195 km de vélo avec 5000 de dénivelé positif. Et finir sur 42 bornes de course à pied en montagne. Voilà, donc bon, ça va être sympa. Et sur la course à pied, il y a 2000 de dénivelé positif et on finit à 3000 mètres d'altitude. Donc ça va être un truc sympa. Il faut assurer sa sécurité, son autonomie. Enfin voilà, c'est un truc bien sympa que j'ai aussi envie de partager avec ma compagne, puisque c'est elle qui va faire toute la partie assistance, la sécurité, etc. Parce on doit s'auto-sécuriser. Donc voilà, donc ça va être une belle aventure pour cette année 2024. Bon, année des Jeux Olympiques, toi, t'as décidé de faire de l'extrême, Ouais, c'est ça? c'est ça. Ça fait maintenant 4 ans que je fais plutôt du triathlon extrême. Même si de temps en temps, je fais des trucs un peu sympas, parce qu'avec mon club de triathlon de Granville Triathlon, on a aussi des courses en commun. Donc quand c'est possible de caler dans mes plans d'entraînement les courses du club, j'y manque pas parce que c'est vraiment top. J'ai une petite parenthèse au passage, qu'il y en a un club à Granville qui est vraiment un club excellent, quoi. C'est une super dynamique. C'est des mecs, il y en a, c'est génial, quoi. Il y a une belle ambiance. On y va pour faire du sport, du triathlon, les 3 sports, mais aussi le plaisir de se retrouver, de partager les bons tuyaux, de se challenger les uns les autres, voilà, de faire des trucs ensemble. Enfin, c'est un super club, quoi. Donc tous les gens qui écouteront le podcast, qui sont autour de Grandville, si vous avez envie de franchir le premier pas et de venir au club de tri de Grandville, vous êtes les bienvenus. Ouais, bah déjà, on va les inviter à te contacter. Et puis Avec comme ça, tu plaisir. vas les faire encore plus languir. Et puis, ils viendront faire un petit tour au triathlon, au club de triathlon de Granville. Et ça, c'est une passion que tu partages avec ton épouse ou uniquement la course à Alors, pied? ma compagne est beaucoup plus branchée course à pied que triathlon, effectivement, parce qu'elle a une petite appréhension sur la nage. Elle a appris à nager aussi, elle sait nager, elle nage pas super bien, mais elle sait nager. Par contre, elle a une petite appréhension à la nage, donc forcément, ça l'aide pas. Mais ceci dit, on a fait quelques triathlons. Elle fait du S. On va aller sur Frenchman cette année. Elle est inscrite sur le XS du Frenchman. Donc voilà, mais c'est pas son domaine de prédilection. Par contre, la course à pied, elle court très bien. Elle peut courir aussi très très longtemps, beaucoup plus longtemps que moi. Elle est beaucoup plus résistante que moi sur du très très long unique en course à pied. Et on essaie de faire 1 ou 2 défis par an en commun. C'est-à-dire qu'on a chacun nos courses dans l'année, mais aussi on essaie de trouver un beau challenge à faire tous les ans. On a fait un 100 km dans le désert, par exemple, en Tunisie, dans le désert de Towser. Et puis dernière, fin d'année, on a clôturé l'année 2023. On en a courir sur la glace au Groenland. Au Groenland, faire
un marathon et un semi-marathon, le défi de l'ours polaire, ça s'appelle, et enchaîner ces 2 courses. Donc le premier jour, on fait un marathon et le lendemain, tu enchaînes avec un semi-marathon. Tout ça dans des conditions polaires, évidemment, on est au Groenland, sur la glace, sur un glacier. Donc là, tu as un environnement absolument incroyable où les paysages, enfin, c'est waouh, du blanc, du bleu, du vert, parce que les glaciers avec les rayons du soleil, ça prend des couleurs incroyables, qui te réchauffent le cœur, pour pas faire de mauvais jeu de mots, parce que ça caille un peu. Voilà, bref, donc voilà, on a fini 2023 sur ce beau défi de l'ours polaire au Groenland. Tu termines l'année 2023 avec ce défi-là. Sacré défi quand même. Comment est-ce qu'on s'y prépare quand on est triathlète? Donc on vient de terminer la prépa et de réaliser l'Altman. Comment est-ce qu'après on se réengage pour partir sur un défi de ce genre-là? Je te disais, on aime bien faire un défi commun, un défi de couple. Donc voilà. Donc après l'objectif c'était celui-là, c'était de faire ça ensemble. Et puis moi je suis assez attaché à mon territoire et au pays Grandvillers. Et je voulais aussi, au travers de ce défi-là, mettre en avant Grandville. Et donc je voulais trouver un endroit. Tu veux mettre en avant la belle température qu'on a en Normandie et donc montrer que même quand il fait froid, on peut courir, c'est ça? Ouais, non, mais Grandville, on est une terre de triathlon, tu vois. T'as la mer, t'as tous les équipements sportifs pas possibles et imaginables. Donc t'as une piscine, tu peux t'entraîner, t'as la mer, tu peux t'entraîner, t'as des bassins d'eau de mer, tu peux t'entraîner, t'as du terrain pour aller faire du vélo, t'as du terrain pour faire de la course à pied. T'as le GR de 223, les cabanes Vauban, là tu peux aller te faire plaisir. Enfin, c'est vraiment un territoire pour faire du sport et notamment du triathlon. Il y a tout ce qu'il faut pour le faire et le faire dans de bonnes conditions. Et le climat est somme toute relativement tempéré. Donc quand il fait froid, il fait pas vraiment froid, et quand il fait chaud, il fait pas vraiment chaud. Donc tu peux t'entraîner à longueur d'année, quoi. Donc c'est pas voilà, on a des conditions et des paysages à couper le souffle. Donc c'est absolument génial. Bref, cela étant, à Granville, il fait pas -20, quoi. Donc pour s'entraîner pour le Groenland, il fallait trouver une solution. Et on a la chance d'avoir un terminal frigorifique sur le port. Et donc voilà, je les ai contactés et super, vraiment des mecs génial. Toujours une histoire de rencontre, hein. Je reviens sur les rencontres, mais c'est toujours pareil, c'est une histoire de rencontre. Mec génial, et ils nous ont permis de nous entraîner dans les congélos par -20 pour se mettre dans les conditions avec des ventilateurs et tout, donc pour que ça crée du froid vraiment et pouvoir s'entraîner dans les conditions polaires. Donc voilà, donc on a fait ça, on a fait toute cette prépa. Donc on a mis un vélo dans le congélateur pour pouvoir faire du vélo dans le congélateur, un vélo de speeding là, tu vois, pour pouvoir s'entraîner dans le congélo, et puis corde à sauter, et puis trottiner dans l'entrepôt. Parce que quand je parle d'un congélateur, c'est un entrepôt congélateur, hein, c'est pas un petit congélateur. Quand il y a moyen de courir un petit peu dedans, bon pas énormément, mais de courir un peu dedans, et puis pouvoir mettre un vélo sans problème dedans pour pouvoir s'entraîner. Donc on a fait toute cette préparation-là avec ma compagne. On y allait à raison de 2 fois par semaine. Et les séances les plus longues, on est monté progressivement parce qu'au début, à -20, c'est un petit peu dur. Et on a fini sur des séances de 2 heures. 2 heures d'entraînement. Donc cet entraînement-là, on l'a fait spécifique pendant 2 mois. 2 mois, on s'est vraiment entraîné dans les conditions polaires. Sinon, après, on a suivi un programme de prépa marathon assez classique, hein, voilà. Et donc on est allé là-bas et on a fait tous les deux le défi de l'ours polaire. On a enchaîné. C'était pas prévu pour ma compagne, Marilyn. Elle avait pas prévu faire l'enchaînement des deux. Elle devait faire que le marathon et arriver sur place dans l'ambiance. T'as une ambiance de dingo, c'est pareil, c'est génial. Et arriver sur place, elle me dit je ferais bien le défi de l'ours polaire avec toi. Elle me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, tu sais, moi, je pense pas, en fait. Moi, je pense pas. T'as envie, tu fais. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, si t'as envie, t'as fait 80% du chemin. Donc, si t'as envie, tu fais. Moi, je pense pas. Bon, une journée passe et le lendemain, elle me dit, ouais, je vais le faire. Génial. Donc, elle s'est engagée. Donc, t'avais une deadline pour pouvoir t'engager. C'est qu'il fallait que tu t'engages avant le marathon. Tu pouvais pas dire, je fais le marathon, puis je vais voir comment je suis et je ferai après. Ouais. Non. Il fallait que tu t'engages sur le défi de l'ours polaire avant le marathon. Donc avant de prendre le départ du marathon, elle s'est inscrite
pour le défi. Donc, ce qui fait qu'on a tous les deux enchaîné un marathon et semi-marathon là sur le glacier là-bas au Groenland. Et ça représente quoi un marathon au Groenland? Parce qu'un marathon sec, ça va de 2 heures, de 2 heures maintenant jusqu'à plus de 6 heures. Pour un bon coureur comme toi, j'imagine que sur un marathon sur route, t'es plus en dessous de 3 heures. Et au Groenland, ça représente quoi? Pour donner un ordre d'idée, sur un marathon classique, mon dernier record en date, là, 50 ans, c'est 2h54 sur un marathon classique et j'ai mis 1 heure de plus au Groenland. Waouh, c'est impressionnant parce que c'est pas si lent que ça en fait. 3h54. J'ai mis 3h54. Parce que tu cours avec des crampons, hein, tu cours pas avec les. Tu sais, dans le marathon, tu cherches toujours à avoir les chaussures les plus légères possibles. Là, tu as des chaussures donc plutôt trail, donc un peu plus lourdes que des chaussures de marathon classique, des surchaussures pour pas que la neige rentre dedans, parce que tu as des passages en fait entre tu sais, sur le dessus d'un glacier, c'est comme si tu étais dans des dunes, tu vois. Et entre les dunes, tu as de la neige, forcément. Et donc, quand tu es sur le haut, tu es sur de la glace, donc tes crampons, ils accrochent dans la glace. Et quand tu es entre les deux, tu es dans la neige, quoi. Donc, forcément, tu as de la neige qui risque de rentrer dans les chaussures, donc sur chaussures, et par-dessus, les crampons de glacier. Ouais. Donc là, t'as 700-800 grammes à chaque pied, donc c'est assez lourd. Et puis, t'es habillé, t'es quand même super habillé, donc c'est quand même pas. C'est pas léger, tout ça. Bref, donc effectivement, j'ai mis 3h55, donc 1 heure de plus en fait qu'un marathon classique pour faire le marathon. Et le semi, j'ai mis 2 heures sur le semi. Et t'arrives à récupérer le soir après ce marathon polaire? T'arrives à récupérer pour réengager le lendemain matin ou c'est juste du mental? Alors, je vais te raconter l'anecdote parce que c'est assez incroyable. Donc j'ai fini le marathon, j'avais bien mal dans les cannes, quoi. J'avais mal aux jambes, je sentais que j'avais bien envoyé la sauce, quoi. Parce que mon objectif c'était, je voulais être sur le podium du marathon. J'ai fait 4e sur le marathon, mais je voulais être sur le podium, j'ai pas réussi, j'étais 4e, quoi. Donc j'avais bien mal aux jambes et dans la nuit j'étais pris d'une envie d'aller aux toilettes. Dans la nuit entre le marathon et le semi-marathon, j'étais pris d'envie d'aller aux toilettes. Et entre le lit et les toilettes, ça a été compliqué. J'avais du mal à poser les pieds par terre, j'avais très mal aux jambes. Vraiment, c'était un peu l'enfer, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, le départ était à 8h, il était 3h du match. Je me dis, dans 5h, c'est le départ du semi-marathon, je sais pas comment je vais faire, quoi. Parce que j'avais plus de canne, quoi. Je marchais à 2 à l'heure et j'avais très mal dans les jambes. Et c'est là que moi j'adore, en tout cas, c'est que dans le sport extrême, et à un moment donné, le cerveau, le mental prend le dessus, quoi. Et le matin à 8h, j'avais un peu moins mal aux jambes, mais j'avais quand même très mal aux jambes. Et en fait, une fois qu'on était sur la ligne de départ, c'est complètement évaporé, quoi. Le cerveau a pris le dessus, je suis parti comme une balle, parce que je suis passé au pied du podium sur le marathon. Il est hors de question que je sois pas sur le podium sur le semi. Et donc sur le semi, j'ai fait 2e. Donc j'ai envoyé la sauce comme un cinglé, malgré tout. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé. Bon, j'ai quelques soucis techniques, je me suis flingué quelques ongles de doigts de pied, parce que les chaussures, en fait, ce que j'avais pas bien anticipé, comme quoi, faut bien, le diable se cache dans les détails. Les chaussures avec le froid, elles sont beaucoup moins souples que sur un marathon classique ou sur des conditions classiques. Et donc du coup les chaussures étaient un peu dures et mon pied tapait dans le bout de la chaussure et donc je me suis flingué les ongles de pied. Mais bon, ça c'est un détail. Ça repousse. Et c'est ça qui est dingue, quoi. C'est ce que je veux dire, c'est que toi dans ce que je disais tout à l'heure, moi dans le sport extrême, c'est quand il y en a qui craquent. En fait, moi le cerveau, il se passe un truc que j'ai du mal à expliquer, hein, mais je le sens bien, je le sens arriver en fait. Maintenant avec l'expérience, je le sens arriver. Le cerveau il bascule et là une fois que c'est basculé, j'ai le couteau entre les dents et là je suis un guerrier pas possible, quoi. C'est-à-dire que je peux envoyer fort, quoi. Et en fait c'est ce qui s'est passé au départ de la ligne, hein, paf, la chimie du corps, le cerveau a fait le job et je suis parti comme une balle. Je fais 2e sur le semi et au classement général, donc pour le défi de l'ours polaire, je termine 2e. Wow. Et là, tu gagnes quoi, à part la reconnaissance des organisateurs et de ceux qui connaissent ce type de course? Mais ce que tu gagnes, en fait, déjà, c'est d'avoir partagé un super moment dans des conditions incroyables avec ma compagne. Donc ça, c'est absolument topissime.
C'est la première chose. Enfin, moi, j'adore ces moments-là. Et puis, ce que tu gagnes, c'est simplement de la confiance en toi, de la satisfaction personnelle. C'est assez égoïste, en fait, hein, les sentiments que tu as, une fois que tu as passé la ligne, c'est assez égoïste. Même si on était un peu seul au monde là-bas, mais pas si seul que ça, parce que derrière ce défi-là, quand on cherchait le congélateur, par exemple, sur Gronville, tu as plein de gens qui sont venus se greffer là-dessus. Mes potes d'Utri, je fais partie aussi d'un réseau qui s'appelle Initiative, là, un réseau de dirigeants d'entreprise sur Gronville. Tu as plein de gens qui se sont mobilisés en fait pour nous trouver un congélateur pour pouvoir s'entraîner. Enfin, donc en fait, tu as créé une émulation collective. Et donc en fait, le sentiment, c'est waouh, génial, je suis allé au bout. Toi, tu vas aussi partager ce moment de bonheur avec plein de gens. C'est-à-dire qu'au retour, la ligne d'arrivée, c'est pas que la ligne d'arrivée, quoi. C'est tout ce qui va se passer après. Et tout ce qui va se passer après, moi j'adore ces moments-là. Hein. C'est absolument génial. Tu partages tout ça, tu vois, là, on en parle encore. Ouais. Tu partages tout ça avec des amis, avec des potes, avec des gens. Voilà. Et bon, pour certains, ils me prennent pour un dingo, mais en fait, je suis un mec absolument normal. Hein. J'aime bien les défis, je suis absolument pas suicidaire, donc tout ce que je fais, c'est Oui, bah, préparer, Philippe aussi. Hein. calculer. Philippe Morossi, c'est quelqu'un de tout à fait normal. Hein. C'est juste que le mec a traversé Voilà. l'Australie et puis là, il va faire le Tour de France en courant. Moi, Mais... voilà. Moi, je suis partisan à chacun son podium. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est se faire plaisir, quoi. Voilà, se faire plaisir. À partir du moment où tu prends du plaisir, que tu sois premier ou dernier, on s'en fout complètement. L'objectif, c'est de se faire plaisir, de partager des moments avec ta compagne, tes amis, ta famille, enfin peu importe. Voilà, c'est se faire plaisir. Au travers du sport. Moi, c'est le sport, mais ça pourrait être les échecs, hein, pourquoi pas. Hein. C'est chacun ses loisirs, ses plaisirs. C'est vraiment ça, c'est vraiment cette notion de partager ces moments-là, ces moments forts. Et puis l'après, c'est waouh, quoi. C'est pouvoir, toi, tu vois, tu racontes tes petites histoires là, tu vois les étoiles dans les yeux des gens. Ouais, tu mets un peu de bonheur, quoi. C'est top, quoi. C'est vraiment sympa. Et là, alors on a compris que l'année prochaine, tu étais sur un extrême triathlon en Italie. Ça me fait plaisir d'ailleurs. C'est l'un de mes 2 pays d'origine. Et comme défi, avec Marine, qu'est-ce que vous êtes fixé pour 2024 ? Alors, comme défi pour 2024, moi j'aurais voulu faire la Diagonale des Fous. Bon, ça a pas bien tombé en timing, donc on va pas faire. Enfin, on a trop d'autres engagements sur les dates de la Diagonale des Fous, donc on va pas pouvoir faire celui-ci. On fait le week-end Frenchman ensemble, là, déjà, mais on va pas être sur les mêmes défis parce que moi je suis sur la version L du triathlon et Marine est sur la version XS, donc forcément on va pas être sur le même délire là. Et pour l'instant, pour 2024, il n'y a rien de calé définitivement. En fait, on a quelques sujets en réflexion, mais il n'y a rien de calé définitivement pour le défi commun. Malheureusement. J'avais dit que je ferais la Diagonale des Fous quand je serai vieux. J'ai passé 50, donc c'est le moment ou jamais, quoi. Il te reste encore du temps, hein. Oui, non, mais bon, si c'est pas cette année, ça sera probablement l'année prochaine. Mais pour cette année, on va regarder. Il y a pas mal de sujets. Moi, j'aimerais traverser l'Europe en vélo, par exemple, via l'Euro6. Là, il y a une voie qui traverse toute l'Europe, une voie cyclable qui traverse toute l'Europe. Donc bon. Il y en a plein en fait, on en a plein dans les tablettes. On réfléchit. Après, c'est toujours une histoire de timing parce que il faut trouver le temps de s'entraîner. Et puis il faut trouver aussi la traversée de l'Europe, par exemple, ça se fait pas en 2 jours. Hein, donc il faut arriver à caler une période de vacances ou enfin voilà, il faut arriver à caler le truc. Enfin bref. Donc pour l'instant, on a quelques sujets en cours de réflexion, mais rien de définitivement calé. Bon, bah écoute, on te souhaite bon courage. Mais ça va venir. Oui, aucun doute. Si tu veux, je peux te mettre en relation avec Guillaume de Lustrac. Je sais pas si ça te parle. C'est un mec qui fait 2,30 au marathon, je crois. Et l'année dernière, il a eu le record du monde du marathon en marche arrière. Et lui et son épouse font pas mal de défis aussi, alors que ce soit des défis à la con, comme on pourrait dire, entre guillemets, ou même des défis orchestrés par des organisations. Donc ça pourrait peut-être être une rencontre assez sympa entre vous deux. Tu sais, toutes les rencontres sont bonnes à prendre. Moi, je suis un partisan des rencontres et du partage, parce que je pense que la richesse vient de là, quoi. C'est-à-dire que si on rencontre des gens, on partage des choses, quelles qu'elles soient, et ça, voilà.
Des fois, ça va pas plus loin que ça, mais toutes les rencontres sont intéressantes à faire pour échanger, partager, créer de l'émulation collective. Moi, j'aime bien ce terme-là, l'émulation collective, parce que en fait, c'est peut-être ce qui manque. Je vais faire un peu de politique à deux balles, mais c'est peut-être un peu ce qui manque dans notre société aujourd'hui, c'est d'avoir un intérêt commun, une émulation collective qui permette de voir grand. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est sûr que quand on fait du triathlon, l'émulation collective, c'est quelque chose qu'on apprend très vite à appréhender et avec lequel on prend vite pied. Enfin, on est vite addict à ça. Ah bah oui, c'est sûr. Et surtout, je l'ai compris au club de Granville, n'est-ce pas? Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça, le club de Grosville, c'est the club de triathlon. Il n'y a pas mieux. On parlait de Philippe tout à l'heure, qui a fait qu'on s'est rencontrés. J'imagine que tu vas lui filer un petit coup de main aussi cet été pour son défi de traversée de la France en 42 jours, donc en 42 marathons, avec chaque fois une conférence sur le climat. Ouais, comme je te disais tout à l'heure, Philippe c'est un ami, donc il sait bien qu'il peut compter sur moi. Et il va passer notamment sur Rennes, où je fais partie aussi d'un club de dirigeants sur Rennes. Et donc on va relayer tout ce qu'il fait pour être le plus attractif possible et faire en sorte de partager au maximum ce défi qu'il va réaliser. Ouais, tout à fait. On est à ses côtés. Super. On a fait un bon tour et puis vraiment, c'est un épisode auquel je m'attendais pas. Je voulais partager avec toi tes expériences sur des triathlons. Mais alors là, le coup de devenir triathlète en 9 mois, là, tu m'as scotché et puis j'ai vraiment apprécié ton récit. Bon, malgré tout, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Je termine toujours de la même manière en demandant à mes invités comment devenir triathlète. Donc en quelques mots, si tu pouvais nous résumer ton expérience ou tes enseignements de ces dernières années à être triathlète. Bah moi, je suis partisan de l'envie, toi. Si t'as déjà, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc si tu as un doute, à un moment donné, tu dis, tiens, je ferais bien du triathlon, j'essaierais bien du triathlon, bah, il n'y a pas de doute, vas-y. En fait, pour ma part, en tout cas, ma vision des choses, c'est que tout démarre tout simplement par l'envie. Tu as envie de faire quelque chose, tu mets un premier pied, tu vois, tu en avances un deuxième, un troisième, et puis tiens, tout d'un coup, on se met à marcher, et puis tout d'un coup, on se met à courir, et pourquoi pas faire du vélo, et pourquoi pas nager. Donc en fait, ça commence par là. C'est juste une question d'envie. Et puis une fois qu'on a l'envie, se mettre les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, ok, j'ai envie, je vais voir comment ça se passe. Et puis, oh là là, dès qu'il y a la moindre difficulté, s'arrêter. Parce qu'effectivement, dans la vie, tout est comme ça. Je veux dire, quand on démarre quelque chose, surtout quand on ne sait pas du tout au départ, forcément, on rencontre quelques difficultés. Mais quand on fait face aux quelques difficultés, et bien après tout va bien, quoi. Après ça roule et surtout moi j'incite à s'inscrire dans un club parce que dans un club c'est même si on est sur un sport individuel, c'est une équipe. Voilà, on est content de porter les couleurs du maillot, on a du coaching qui est là parce qu'il y a des coachs dans le club, parce qu'il y a aussi du retour d'expérience dans le club. Voilà, donc ça c'est important. Mais pour moi le premier pas c'est l'envie. Et à partir du moment où tu fais le premier pas, tu feras le deuxième, tu feras le troisième, et après tu vas courir, et après, etc., etc. Je fais une petite parenthèse, j'entraîne un groupe de dirigeants d'entreprise du réseau Initiative. Le réseau Initiative, c'est un réseau de dirigeants d'entreprise sur le pays Grandville, là, sur Grandville-Terre-à-Mer. Et depuis fin d'année dernière, on a décidé de lancer un groupe d'entrepreneurs sur l'Urban Trail de Grandville. Des gens qui, pour certains, n'avaient jamais fait de sport de leur vie. Et on a décidé en fait de les réunir tous les lundis soirs pour faire du sport ensemble, pour progressivement progresser, mettre un pied devant l'autre, ce que je veux dire, simplement avoir l'envie. Donc rassembler des gens qui ont envie, simplement envie, pour mettre un pied devant l'autre, progressivement marcher, courir. Et l'objectif c'est de faire l'Urban Trail de Grandville qui va avoir lieu là en fin juin, début juillet. J'ai oublié la date. Fin juin, début juillet. Mais aussi, l'objectif caché de ça, c'est de se réunir, d'être ensemble, de faire des rencontres, de partager les difficultés qu'on peut avoir quand on gère une entreprise, etc. Donc, tu vois, donc c'est juste le premier pas. Moi, je suis un convaincu de ça, c'est l'envie. Donc, si tout celui qui nous écoute, là, à un moment donné, a un doute, se dit, tiens, je me lancerai bien dans le triathlon, ben, si tu as un doute, il n'y a pas de doute. Tu y vas, tu fais un premier pas, et tu vas voir les autres, ça va suivre tout seul. Tu déménages à Granville, tu vas voir William, et puis tu vas voir, il va te montrer comment on fait le deuxième, le troisième, le millionième pas.
C'est ça, exactement. Super. Et pour finir, où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi justement? Où est-ce qu'on peut suivre tes actualités, tes activités, tes défis, tes triathlons de l'extrême? Bah, moi, je suis sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou LinkedIn. Donc, on peut me suivre au travers de ces différents réseaux. Je publie assez régulièrement là-dessus, sur les courses que je fais, enfin, sur tout ce que j'aime bien partager. Je suis pas un addict non plus des réseaux, etc. Mais donc voilà, j'ai fait pas mal de trucs, je pense, aussi bien personnels que professionnels. Donc, si on tape William Perron sur notre ami Google, on trouve quand même pas mal de choses, pro et perso. Super. Bah écoute, de toute façon, je remettrai les liens de tes réseaux sociaux dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, William, pour ce moment, pour cette heure qu'on a passée ensemble. Je te souhaite bonne continuation, bonne préparation pour le prochain défi. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion, moi qui suis normand aussi, peut-être que j'aurai l'occasion un jour de revenir sur la côte Grand Villez et venir te faire un petit coucou. Eh ben, t'hésites pas. Tu dis quand tu es dans le coin et c'est avec grand plaisir, je t'accueille. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.